présenter rapidement. J'ai préparé quelque chose, mais vous allez me dire ce que vous voulez. Parce que moi, j'avais préparé la lecture de 3 textes pour proposer quelques voies de réflexion et à la discussion, mais on n'est pas obligé. Est-ce que tout le monde a lu le livre? Non. Ah, bon, alors donc il faudra que je lise un petit peu. J'ai mon professeur qui est à côté de moi, qui lira peut-être un petit peu aussi, Virginie, qui m'a appris à lire. La lecture publique. Mais voilà, donc on fera quand même, je pense que je vais faire ça ce soir. Donc moitié-moitié, ce ne sera pas trop long, on va se débrouiller. Je me présente, donc je suis... Oui, attendez Catherine, ce qui me semble intéressant, parce que c'est un groupe constitué qui a l'habitude de discuter Donc le thème nous intéresse beaucoup. Oui. L'errance, l'échec ou sauvegarde, autour de ça, il y a plein de choses. Alors bien sûr que c'est à partir de votre livre qu'on a eu envie de parler autour de ça. Alors en même temps, gardez bien du temps pour qu'on puisse voilà, alors dites-moi, parce que ça, vous ne m'avez fourni aucune précision, Annie. Si, je vous ai dit ça. Combien de temps ce soir? Je ne sais pas. La nuit est à nous. À minuit et demi. Formidable. Non, là, j'avais prévu, pour moi, j'ai compté, ça fait une vingtaine de minutes. Lecture et voie d'approche. Plus que 15. Voilà. Donc, je n'avais pas prévu quelque chose de long. Non, il faut aussi que vous le puissiez faire comme vous le sentez. Je vous disais ça dans mon mail, mais voilà. Mais j'aime bien vous dire qu'ici, on est habitué, ça circule, quoi. Très bien. D'accord. C'est bien pour l'errance que ça circule. Donc, je me présente rapidement, ça va être très rapide. Je suis diplômée de psychologie clinique. Donc, vous aurez deux aficionados ce soir, Annie et moi. Ça fera peut-être beaucoup, on verra, on va se partager la tâche. Bon, je ne suis plus du tout psychologue, j'ai été psychologue. J'ai donc travaillé avec des enfants handicapés, des adultes handicapés. Et j'ai évolué peu à peu, comme j'avais commencé à écrire, j'ai évolué vers le littéraire. Donc j'ai traduit des livres, je suis devenue traductrice de l'anglais et j'ai encore évolué une dernière fois. J'enseigne le français langue étrangère, donc à des étrangers, à des adultes, avec lesquels j'enseigne bien sûr à des personnes qui n'ont peut-être pas toujours accès à la culture, mais j'enseigne aussi à des adultes étrangers qui ont accès à la culture, à un certain niveau de culture. Donc à ce moment-là, je travaille un peu sur la littérature française. Voilà. Donc ça, c'est mon propre itinéraire. Ensuite, alors voilà, ce que je voulais dire, je crois qu'il n'y a rien à ajouter là. Ah oui, si, je voulais dire une chose qui est importante par rapport à ce livre, qui est donc un livre d'artiste. Je pense que vous l'avez eu entre les mains. J'ai participé pendant 10 ans à l'Art et la Manière. Je ne sais pas si quelqu'un connaît cette association d'art contemporain qui avait son siège à Castelet. Et donc j'ai travaillé et je continue à travailler parce que j'aime ça. Par passion, je travaille avec des artistes. J'aime beaucoup l'échange qui peut avoir lieu quand on travaille avec des artistes. Ça, c'est en quelque sorte ma spécialité actuelle. Par rapport à ce livre, la question, plutôt que de vous donner des réponses, je pose des questions. La question, l'errance, alors déjà, je voulais vous dire que ce livre est consacré à la marche et à l'errance, tout particulièrement à l'errance, et que dans mon cas, le thème de l'errance a représenté une réconciliation. Parce que quand je me suis mise à écrire, sortant du cocon et du carcan, pardonnez-moi Annie, de la psychologie, j'ai fait très attention, vous voyez, à l'influence de la psycho. Je m'en suis je peux dire que je m'en suis protégée.
Et puis ce livre, grâce à ce livre a été pour moi une réconciliation, c'est-à-dire que je suis revenue vers la maladie mentale, vers l'échappée de la maladie, je n'avais plus aucun complexe, j'étais libre d'écrire ce livre, comme je l'ai écrit, c'est-à-dire en tant qu'écrivain, et non plus, absolument plus en tant que psychologue. Même si le fait d'avoir été psychologue a été un apport par rapport au thème, bien sûr, et aussi une aide quand j'interviens, comme ce soir, auprès d'un public. J'avais, pendant toute la rédaction de ce livre, j'ai travaillé, j'ai réfléchi, j'ai pris des notes, et ça composait pratiquement un autre livre que j'avais intitulé « Notes de bas de page », qui est toujours là. Et on avait pensé, avec Samuel Le Texier qui nous a aidés pour mettre en place ce livre, on avait pensé à introduire ces notes dans le livre. Et puis on y a renoncé. Donc c'est pour dire, mais cette réflexion, la réflexion de ce soir, c'est pas quelque chose qui arrive en plus, c'est quelque chose qui fait partie de ce travail. Ça, c'est important de le dire. Deuxième chose, donc on va lire, tu veux lire On va lire pour commencer, parce que c'est un texte pour moi inaugural. Le livre s'est construit sur ce premier texte qui s'appelle « Ô somnambule ». Je vais laisser Virginie le lire. Cou et dos raides, démarche réflexe, bras tendus le long du corps, il avance à vitesse régulière, aimanté par sa destination, tel un kouros échappé du musée d'archéologie d'Athènes. Entre la cité où il loge dans un appartement thérapeutique et la petite ville de L, où il passait enfant ses vacances, il y a 42 kilomètres d'enrobés, 14 ronds-points, une traversée de ville, un immense échangeur servant de frontière entre deux départements, 7 heures de marche au train qui est le sien. S'arrête-t-il quelques instants pour déjeuner d'un sandwich? Songe-t-il à s'hydrater régulièrement? Le désir d'atteindre son but suffit-il à le faire avancer? De loin, il a des allures de kouros. De près, ce n'est qu'un pauvre type, souffrant de calvitie précoce, sorte de trimardeur à l'ancienne, vêtu d'un pantalon de coutil éclairci par les lavages et d'une chemise à carreaux, trimballant un panier à l'intérieur duquel sont rangées des pantoufles qu'il enfilera au retour de son périple, quand ses pieds en sang refuseront d'avancer alors qu'il n'est plus qu'à quelques kilomètres de son appartement. Il possède un semblant d'esprit pratique. S'il lui reste suffisamment d'argent sur les 15 € que lui a remis son tuteur, il prend le car à l'aller et revient à pied à la tombée de la nuit. S'il a dépensé au supermarché la totalité de la somme qui lui est allouée chaque semaine, il se tape l'aller-retour à pied et passe la nuit à L dans une des grottes du jardin public où il se cachait, enfant, pour échapper à la cruauté de ses congénères. Réussit-il, comme il le prétend, à se soustraire à la vigilance des employés municipaux venus fermer les grilles? Dort-il à l'intérieur d'une cavité rocheuse dont les parois suintantes l'enveloppent, le contiennent comme une matrice? Où s'effondre-t-il à l'abri d'un fossé, le long de la départementale, après avoir grignoté un quignon de pain pour y cuver sa fatigue, au même titre que l'ivrogne son vin? Si puissante est l'attraction du jardin de l'enfance, ces hautes grilles cadenassées à la nuit tombante, ces grottes matricielles qu'ombragent des chênes centenaires, son bassin marbré de nénuphars, ses 3 fontaines et son allée enroulée sur elle-même comme un serpent, si réconfortant le sentiment d'avoir atteint le but fixé d'avance, que peu importe l'endroit où le sommeil le prend. Ô somnambule. Alors, premier texte de ce livre, c'est
c'est ce garçon qu'on va appeler Jean B, qui a été le moteur de ce livre. Pourquoi? Parce que je l'avais connu interné, alors déjà placé dans un centre d'aide par le travail, interné à Montfavet, à l'hôpital psychiatrique de Montfavet, et un beau jour, bien des années plus tard, je le vois déambulant le long de la Nationale 100. Je m'arrête, il me reconnaît, on était restés en contact. Hein. Il me reconnaît, je le fais monter dans ma voiture, on discute, et il dîne avec nous, etc. Après discussion avec lui, je me suis posé une question, je me suis dit, est-ce qu'il est plus heureux là? Est-ce qu'il est mieux? Est-ce qu'il était mieux à l'hôpital psychiatrique avec des infirmiers? Il était dans un service ouvert, hein, donc il faut dire ça. Est-ce qu'il était mieux là-bas avec un copain de chambre dont il m'a parlé avec beaucoup d'émotion, ou est-ce qu'il est mieux sur la route, errant, semblant libre, comme errant, mais semblant libre, c'est Victor Hugo qui disait ça. Sembler libre, voilà, ce n'est pas, l'errant semble libre. Est-ce qu'il est semblé libre ou l'était-il? Je me suis posé la question, ça a remis en cause pas mal de, que dirais-je, ce qui nous avait conduit, nous, en tant que psychologues, les courants de l'antipsychiatrie. Dans l'antipsychiatrie, il fallait sortir les malades absolument de l'hôpital. Donc je me suis posé la question, et c'est ce qui a été le moteur de ce livre. C'est la première chose. La deuxième chose qui me paraît importante dans ce texte, a posteriori bien entendu, la réflexion est seconde, l'écriture est première, la réflexion est seconde, c'est fondamental. Ce qui me paraît important dans ce texte, c'est l'aimantation du lieu. Parce que dans l'errance, qu'est-ce qui fait la différence entre la marche, vous, moi, on marche, et l'errance? Pour moi, me semble-t-il, c'est la quête. Nerval est un errant parce qu'il y a une quête quand il marche. Et c'est ça, pour moi, la différence. On pourrait revenir là-dessus parce que c'est assez complexe. Il y a des auteurs qui m'intéressent beaucoup et qui emploient le mot errance alors qu'ils sont en limite entre la marche et l'errance. Bon, mais voilà, il y a une quête. Cet homme est attiré par ce jardin où il allait enfant. Hein, où il passe. Alors, à mon avis, c'est une interprétation qu'on peut remettre en cause, il est attiré par le bonheur, certainement, éprouvé quand il était enfant, dans ce jardin où on l'emmenait, je pense qu'il était là-bas en colonie de vacances. Je ne vais rien citer, je ne vais pas citer ce que je sais. Bon. Donc voilà, donc ce texte inaugural. Deuxième texte que je voulais lire, c'est Petite Sœur. Pourquoi? Parce que c'est aussi un thème qui me paraît important. C'est l'histoire d'une femme, vous allez voir, c'est assez court, je pense que c'est peut-être Virginie qui le lit. Oui, ça ne se jette pas. Elle aime bien Petite Sœur. Ouais. Elle l'aime bien. Et donc, deuxième texte que je voulais lire ce soir, parce qu'il y a quand même une dimension dans l'errance qui est reconnue et étudiée. Je crois qu'il y a 10% de femmes seulement qui sont désocialisées. 10% parmi les clochards, 10% parmi les travelers qui ont été beaucoup étudiés. Les travelers étant ces bandes, ces jeunes qui soit seuls, soit en bande, vont vers des festivals pendant l'été, les travelers, les voyageurs. Et ce sont des populations qui ont été étudiées et on dit qu'il y a 10% de femmes. On pense que nous sommes moins sujettes à la désocialisation. Voilà. Alors, à discuter aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé le livre de Clercq, Patrick de Clercq, qui a donc travaillé pendant 10 ans à l'asile de nuit de Nanterre, où il ne recevait que des hommes. Il recevait des clochards en fin de vie. Donc voilà. Donc, Petite Sœur, pour parler de cette question des femmes. On voit beaucoup moins de femmes que d'hommes. C'est pour ça qu'il y a plus de femmes
plus d'hommes que de femmes dans ce livre. Nous avons compris. Merci. Et en plus, tu ne me donnes pas la page. Et je te donne pas la bonne page, le voilà. Ah, merci. L'émouvant est-ce son visage dépourvu des marques qu'aurait dû y imprimer la vie? Ni rides, ni tavelure, lisse et légèrement tannée, même en plein hiver, par ses errances quotidiennes, illuminée par des cheveux blonds platine, ou sa mimique de petite fille intimidée, rentrant la tête dans les épaules, vous regardant par en dessous, ébauchant un sourire d'excuse quand elle vous croise dans le hall du supermarché. À la mauvaise saison, pour se protéger de l'intempérie, elle porte un imperméable mastic qu'elle agrémente d'élégantes touches de couleur, une écharpe et des gants framboises tricotés main. L'été, les ardeurs du soleil et ses vagabondages aux heures les plus chaudes de la journée lui tirent les traits, et son visage marque alors une 50aine d'années. Bien qu'elle demeure à la sortie de la ville, non loin du supermarché, elle est irrésistiblement attirée par le petit village de Hesse, desservi par une route en lacets et perché en haut d'un rocher, comme ces chapelles où les pèlerins de Saint-Jacques allaient se réconforter dans la prière. Son pèlerinage quotidien l'oblige à parcourir la ville d'est en ouest, véritable épreuve pour quelqu'un s'étant selon toute apparence donné pour règle de ne marcher qu'à gauche de la chaussée, quelqu'un s'interdisant sous l'emprise d'une idée, parions-le, délirante, de traverser la rue en cas d'obstacle. Et va poursuivre ta route quand une voiture mal garée empiète sur le trottoir ou l'accotement. Lorsque les travaux bloquent la voie de gauche ou qu'un camion de livraison est immobilisé le temps de décharger des marchandises. Va te frayer un passage parmi les emballages en carton destinés au tri sélectif ou les encombrants du genre sofas, fauteuils, petits et gros électroménagers déposés nuitamment sur le trottoir. Elle avance, elle recule, ébauchant un demi-tour, revenant sur ses pas, parlant seule pour se donner du cœur au ventre ou se plaindre de sa situation désespérée. Quelle faute a-t-elle commise, à ses yeux du moins, pour faire ainsi pénitence, endurer la pluie, le froid ou l'ardeur du soleil, cheminer à la manière des anciens pèlerins sans jamais faire demeurance. Elle semble si solitaire quand elle presse le pas dans les rues vides, puis emprunte en plein midi la route qui mène à Hesse, si touchante qu'on a envie de lui dire « petite sœur, sœur en déshérence », de passer son bras sous le sien, de la protéger des démons qui lui interdisent de modifier son itinéraire, de les pourfendre d'un geste vengeur, de l'entendre rire. Oui, c'est de cela dont on a envie, l'entendre rire, à la vue de ces angoissantes baudruches, soudain vidées de leur contenu, plumes chatoyantes, étoiles dorées et confettis. Alors, je dirais, même problématique, toujours cette attirance vers un lieu bien précis, et là, en plus, avec ça, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent, des interdits dans la marche, des itinéraires qu'on se reconstruit, soit. On avait parlé, c'était à Toulon, je crois, on avait parlé de ces itinéraires extrêmement ritualisés, comme si on se recrée de l'espace. Voilà, l'errance. Les gens n'errent pas comme ça, non, pas du tout. Hein. Il y a des itinéraires, il y a des buts, enfin bon. Donc voilà ce texte. Troisième ou pas? Oui? Ah bon? Ah d'accord. Alors, un troisième. Donc ça, c'est la deuxième dimension dont on peut parler ce soir. Pourquoi si peu de femmes dans ce livre et en général? Troisième texte. Alors là, j'ai choisi ce texte parce qu'aussi je travaille pas mal là-dessus. Moi, c'est un texte sur un petit fugueur.
un texte sur un petit fugueur, c'est la fugue. Et je m'aperçois que un certain nombre d'études, je lis actuellement, je lis avec retard et avec beaucoup d'intérêt Dora Bruder de Modiano. Vous connaissez ce livre, hein? Et là, vous voyez, c'est pareil. Et lui, Modiano a été fugueur, moi j'ai été fugueuse aussi, je le reconnais. Donc je... Tu t'en excuses pas? Ah, pas du tout, je ne m'en excuse pas. J'étais comme ce petit garçon, je disais à travers ma fugue aux adultes que je les enquiquinais, pour être poli. Donc voilà, je vais le choisir là. À travers la fugue, oui, on dit quelque chose de très fort en tant qu'enfant. On sait que la fugue il faut quand même se méfier beaucoup de la fugue quand on a des enfants fugueurs, puisqu'on est proche, on n'est pas très loin d'une possibilité de suicide, mais enfin bon, voilà. Et il y a quelque chose de très fort là-dedans. Alors comment ça s'appelle ce texte? Je vais le retrouver. D'habitude, j'ai tout ça tout près. Et là, je ne l'ai pas. Mais même en tant qu'adulte, on a envie de fuguer. Ben oui, moi aussi ça m'arrive d'avoir encore envie de fuguer. Mais maintenant j'agis ça. Et sans complexe. Mais le voilà ce texte. Oui, bien sûr qu'on a envie de fuguer. Bon, de fuir les problèmes en fait. Oui. Oui, de fuir les problèmes ou de fuir tout simplement les pesanteurs de la vie, je crois. Les pesanteurs. Ça peut être aussi un comportement d'appel. Oui, bien sûr. Voilà. On peut dire quelque chose. On dit quelque chose. On dit quelque chose. Ça peut être. Enfin, les enfants, il y a souvent un comportement d'appel aussi. Oui. Vous allez voir celui-là. Je vais lire celui-là peut-être. J'ai pas de plaisir, j'ai pas pris mon truc, mais je les petits, mais c'est pas grave. Donc je l'ai appelé dromomanie précoce. Dromomanie, c'est un terme du 19e siècle pour qualifier tous ces marcheurs qui, au XIXe siècle, étaient vraiment considérés comme des gens qui ne voulaient pas travailler. Un vagabond, c'était quelqu'un qui ne voulait pas bosser. Voilà. Donc le mot dromomanie est assez péjoratif. Je l'ai appelé ainsi dromomanie précoce. Pour des raisons de sécurité, la porte d'entrée empruntée à heure fixe par les enfants et les éducateurs, celle de la cuisine, inaccessible à partir de 14 heures, et la porte à battants permettant d'accéder au terrain de sport était fermée en permanence, leur ouverture exigeant que l'on utilisât les clés de service suspendues à un tableau installé dans le secrétariat. Il y avait sans doute des failles dans le système. Le directeur n'était pas très à cheval sur la discipline et les thérapeutes vacataires ne bouclaient rien pour marquer leur refus de l'enfermement. L'enfant était-il à l'affût d'une humaine négligence lui permettant de s'échapper, ni vu ni connu de l'établissement? Se faufilait-il à travers l'un des vasistas des toilettes situées dans la cour de récréation et réussissait-il à gagner la rue en rampant sur la toiture en tôle galvanisée? Petit pour son âge, râblé, musclé, fort de la rage qui l'habitait, au moment de fuir, il était capable d'une telle prouesse. Le cambriolage de sa classe pendant le week-end a prouvé qu'il existait un moyen de s'introduire dans l'établissement sans fracturer la porte d'entrée en y pénétrant par la cour à ciel ouvert. Assez naturellement, on a pensé que le spécialiste de l'évasion avait mené l'expédition punitive ou qu'il en avait été au moins l'instigateur. L'ensemble du personnel était maintenant au courant de ces fugues. Fini la panique. Personne ne le cherchait dans les salles de classe vides ou sur le terrain de sport, ni ne déverrouillait la porte de la resserre
afin de vérifier que le personnel de cuisine ne l'y avait enfermé par mégarde. Inutile de vérifier les outils de l'atelier de crainte qu'il en eût volé un pour forcer une ouverture, ou d'ouvrir les placards de rangement dans l'espoir qu'il s'y fût caché. Dès que l'éducatrice s'apercevait de son absence, elle confiait les jeunes dont elle avait la garde à un collègue et partait à sa recherche en voiture. Par chance, l'enfant ne changeait jamais d'itinéraire. Aimanté par la départementale, son trafic intense, son boucan, sa rectitude abstraite de route tracée 10 ans plus tôt au milieu des champs comme un sillon, sa perspective à l'américaine, sa promesse d'inconnu. Il avançait sur l'accotement d'un pas vif, le regard fixé sur le sol, le visage déformé par une grimace rageuse, mouillé de sueur. Le plus dur était passé. Il se laissait d'ailleurs reconduire sans difficulté dans sa famille, faisant les yeux doux et ponctuant son babil d'éclats de rire, ayant en apparence oublié la situation conflictuelle qui avait provoqué son escapade. L'éducatrice ne s'y trompait pas. Le jeune fugueur avait trouvé un moyen très efficace de rappeler aux adultes les limites de leur suprématie. Voilà, on rappelle aux autres les limites de leur suprématie quand on fugue, ou de leur pouvoir sur vous. Donc voilà à peu près ce que je voulais lire. Ça, je l'ai dit. Je voulais ajouter simplement une chose dont on pourra parler aussi, que pour dire la détresse de l'errant, sa solitude, son dénuement, mais également les joies de ces clochards célestes, j'ai choisi une écriture blanche, en quelque sorte, pudeur, retenue, pas d'effet de manche, par respect pour ces personnes, parce que pour moi, ce sont des personnes avant de devenir des personnages. Et puis je voudrais finir en reposant la même question en d'autres termes. La route est-elle un lieu de fuite ou permet-elle également d'affirmer une certaine forme de liberté dans un espace qu'alors personne ne nous dispute? L'état hypnotique qu'elle crée, cette suspension animée comme dans le rêve, ne constitue-t-elle pas une forme de thérapie? Voilà.